guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie. Nous parlons de nos doutes, de nos peurs, de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit, de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves? Comment trouver la force d'avancer? Comment arrêter de ressasser? Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin? J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à apprivoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. C'est une très belle mobilisation. Il m'a paru tout naturel d'y participer avec mon podcast Guérison intérieure. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Patricia de Envie de Résilience. Alors, Envie de Résilience, pourquoi cette association? Je l'ai choisie tout spécialement parce que nous passons beaucoup de temps dans notre travail et la notion du maintien de l'emploi, du retour à l'emploi suite à un choc, quel qu'il soit, est pour moi d'une importance capitale. Quand j'ai découvert cette association, j'ai été enchantée déjà de faire la connaissance avec Patricia et de voir que leur concept se rattachait vraiment à tout ce que j'avais envie de véhiculer. Au niveau de notre rapport à la mort, à la maladie, dans notre société, dans notre travail, voilà, c'est tous ces thèmes qui sont abordés, qui vont être abordés avec Patricia. Et ce qui m'a paru encore une fois très intéressant dans cette association, c'est le rassemblement que Envie de Résilience propose, le rassemblement de tous les professionnels de la résilience autour d'une même organisation. Je vais ouvrir la parole à Patricia. Donc, bonjour Patricia, merci d'avoir répondu présente pour cette interview. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter un peu ton parcours, pourquoi t'en es arrivée là et voilà, comment t'as créé l'association Envie de Résilience? Merci Adèle. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ton invitation. Alors, comment est née cette envie de résilience? L'association a été fondée en 2017. À l'époque, j'habitais sur Lyon et j'avais une première vie professionnelle d'une quinzaine d'années, plutôt dans les sphères politiques, administratives. Moi, j'ai décroché rapidement après le bac, mais j'ai eu la chance de croiser des gens qui m'ont fait confiance. Et donc, j'ai gravité un peu dans ces secteurs-là. J'ai passé des concours. Et puis j'ai eu un point de bascule qui vient de fêter ses 10 ans, puisque le 14 février 2013, juste après la naissance de ma fille Carmen, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Et dans mon poste de l'époque, ça se passait pas très bien, parce qu'il y avait eu un changement de gouvernance et j'avais un président qui n'était pas très, très bienveillant déjà quand j'étais enceinte. Donc pendant mon arrêt de travail, il a continué sur sa lancée et j'ai appris qu'on allait supprimer mon poste. Donc je me suis retrouvée à mener de front
à la fois ce travail de guérison, donc à titre, voilà, médical, mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même du temps qui m'était donné, pour faire une vraie pause, pour regarder vraiment ce qui était important pour moi et une question, en fait, est venue assez rapidement et ne m'a pas quittée depuis, qui était: «Mais qu'est-ce que j'allais faire quand je serai grande au travail?» J'allais avoir 36 ans, donc j'ai gagné un peu de temps sur ma crise de la quarantaine et cette question, elle ne m'a pas quittée forcément, elle a d'abord cheminé en moi et ensuite elle a été un peu comme une paire de lunettes pour regarder mes petits camarades, soit qui étaient en poste, soit qui n'y étaient pas, que je croisais, fortuitement, sur les bancs de l'Institut Curie à Paris puisque c'est là-bas que j'étais soignée et en fait donc j'ai engagé un premier chemin de résilience sans trop savoir, ce que c'était que la résilience à vrai dire puisque, je connaissais bien Boris Cyrulnik, pour avoir croisé, certains de ses ouvrages. Mais par contre, j'avais pas plus de références que ça et en fait, quand j'ai fini de me soigner, que j'ai renoué du coup avec mon employeur, pour mieux en sortir, on m'a proposé, comme ça arrive souvent après une longue absence, un joli placard. Donc là, c'était un joli placard dans un château, un vrai et j'ai dit à mon président de l'époque en rassemblant mon courage que j'avais combattu le dragon et que je pourrais pas être une énième princesse, enfermée dans une tour de château. Non seulement, j'avais d'autres choses à faire et qu'il y en avait déjà suffisamment trop à mon goût pour que je vienne m'ajouter à la liste et donc on a négocié mon départ et j'ai négocié une formation en fait pour aller, me former. Alors, c'était déjà à la mode, hein, cette question du coaching et donc je me suis formée à HEC avec, cette envie, plutôt d'être dans l'accompagnement des organisations, non pas en donnant des conseils, parce que les conseils n'engagent finalement que ceux, qui les prodiguent et il est assez difficile de se mettre en mouvement, en entendant un conseil. La peur du changement, elle s'ouvre de l'intérieur et donc je trouvais plus intéressant l'approche du coaching, de l'émergence, du questionnement, de la prise de conscience pour pouvoir, finalement accompagner, aussi les transitions et je me suis intéressée j'ai continué le fil de ce rapport au travail et je suis sortie de cette formation en créant une première structure qui s'appelait Synchronicité et qui aujourd'hui a été rebaptisée, les ateliers de la résilience professionnelle et en fait, je me suis intéressée à ce qui se passait pour la personne qui revenait au travail après longue absence et avec d'autres, camarades de promo notamment, on s'est dit qu'on pourrait tout à fait proposer à l'entreprise un parcours pour cette personne qui revient, où le manager et l'équipe seraient aussi soutenus pour essayer de faciliter, le fait de renouer, de reprendre fil avec son ancien travail pour que ça se passe, pour le mieux, soit dans la possibilité où la personne reviendrait, dans l'entreprise, soit à son ancien poste, soit à un nouveau poste, ou qu'elle souhaiterait, finalement partir vers d'autres aventures professionnelles, mais que ça puisse se faire dans de bonnes conditions de médiation et en bonne intelligence pour tous. Et en fait, c'est là où je pense que ma séquence bisounours s'est terminée. Puisque, moi j'avais une approche finalement très capacitaire de ce que représente la vulnérabilité, quelle qu'en soit sa nature, en me disant et en constatant concrètement que, dans nos épreuves, heu, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de soi-même, beaucoup de son fonctionnement, beaucoup des valeurs qui nous mettent en mouvement. Donc on apprend beaucoup de choses pour pouvoir s'engager de nouveau, dans un parcours professionnel. Avec des ajustements parce que, parfois, physiquement ou cognitivement, c'est nécessaire, mais en tout cas, j'avais vraiment cette approche très, capacitaire et je me retrouvais face à des entreprises qui, à l'époque, étaient plutôt dans une approche déficitaire et co-culpabilisante de la situation d'épreuve. Et pour preuve, on allait, signer une expérimentation avec une direction régionale de banque et on a parlé du cancer et ça paraissait être un bon protocole d'accompagnement. On a parlé de retour après des congés, formations ou parentaux de longue absence, ça paraissait aussi être une bonne mesure. Et quand on a évoqué la question de l'épuisement professionnel, là, ça marchait plus.
Et là, je me suis dit, mais en fait, cette question de la vulnérabilité, alors, elle est la porte d'entrée d'un gros sujet et d'un gros concept qui est cher, qui est la finitude, qui est la mort. Voilà, osons poser le mot et comment nos épreuves de vie, nos épreuves médicales, finalement, elles génèrent avec elles ce gros nuage au-dessus de la tête qui rappelle qu'on est mortel et qui rappelle aux autres aussi que nous sommes mortels et peut-être pas corvéables à merci. Donc ça a été un premier cap vraiment important dans cet élan, on va dire, entrepreneurial au démarrage, de me dire, mais il y a quelque chose qui n'est pas OK sur le regard vis-à-vis de la vulnérabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas OK sur la co-culpabilité que l'on a quand on rencontre des épreuves dans le monde du travail, parce qu'elle est valable pour la personne qui se sent coupable de ne plus être à la hauteur, de ne plus être la même, de ne plus pouvoir faire comme elle faisait avant. Et elle est aussi culpabilisante, tant qu'elle n'est pas responsabilisante, pour l'organisation, parce que parfois, ça parle aussi de symptômes d'organisations qui ne fonctionnent pas très bien et qui peuvent générer une empreinte carbone pour les personnes qui y travaillent. Donc quand je me suis dit ça, je me suis dit: «Waouh, ça ressemble à l'Everest ton truc, d'aller chercher à convaincre du bien-fondé des vulnérabilités, tout en sachant que l'entreprise avec les lois sur le handicap, sur la santé au travail sont déjà quand même pourvues d'un certain nombre de référents très volontaires, mais qui malheureusement n'ont pas forcément tous les moyens pour pouvoir mettre en œuvre des dispositifs qui favorisent le réaccueil et le maintien dans l'emploi et qui surtout se retrouvent souvent un peu isolés, cloisonnés. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quand même ballot» parce que le revers de la médaille, qui est pas une médaille en chocolat, je te l'accorde, de ces vulnérabilités, parfois, c'est la résilience. Ça marche pas à tous les coups, c'est pas une recette magique, ou alors si, c'est peut-être une recette magique, mais ce n'est pas une recette. On ne peut pas la décréter, on ne peut pas l'invoquer. La résilience, elle advient peut-être quand on se retourne à la fin du parcours et qu'on se dit: «Ah, c'est vrai que, sur ce chemin, parsemé d'embûches, j'ai traversé un certain nombre de choses, j'ai appris un certain nombre de choses» et cetera et cetera. Mais en l'occurrence, ça ne se décrète pas et je me suis dit: «Mais comment on va faire?» parce que cette résilience, le monde du travail en a besoin. Le monde du travail, lui aussi, il se transforme et on ne parlait pas encore du covid, à quel point ça a aussi bousculé le monde du travail. On parlait déjà de numérisation, de réorganisation, mais finalement, ça restait quand même très tabou. Et je me suis dit: «Mais en fait, plutôt que de chercher à convaincre au risque de m'épuiser moi-même et de me retrouver à faire un burn-out après avoir eu un cancer du sein», l'idée serait plus d'aller repérer ceux qui déjà dans le monde de l'entreprise, dans le monde des collectivités, dans le champ de la société civile, en ont déjà fait quelque chose de ces gros pépins dont on parlera un petit peu plus tard. Et c'est comme ça qu'est née cette envie, de comment dire? Alors de résilience, c'est clair. Le parcours qu'on avait créé au démarrage s'appelait «Envie» au carré, donc Envie 2. Et en fait, l'idée, ça a été de se dire: «Mais c'est pas ma boîte qui va porter, voilà, un appel à projet pour repérer ces gens-là, en fait. C'est une association qui doit porter ça, c'est plus gros que nous, quoi». Et donc c'est comme ça que l'association a été créée en novembre 2017 pour promouvoir la résilience dans le monde du travail, pour essayer d'établir des liens entre justement, l'engagement sur la résilience et l'impact sur la performance économique, individuelle, collective, organisationnelle et évidemment sociétale. Et ce prix de la résilience, il a eu comme vocation de repérer les acteurs qui sont porteurs de récits, des récits personnels comme ça peut être notre cas quand je te parle de voilà, de ce cancer du sein et de ce que j'en ai fait et de ce que j'en ai appris. Donc ces récits, ils pourraient être aussi des récits et c'est le cas de personnes qui ont été chefs d'entreprise, qui ont dû plier leur boîte, de personnes qui ont été aidantes, qui ont dû se mettre en pause professionnelle pour accompagner un parent. Et ces récits, en fait, ils sont inspirants pour avoir finalement un panel de possibles à l'issue, petite lumière au bout du tunnel. Et ils sont inspirants aussi pour les boîtes, pour la fonction RH, parce que la fonction RH, elle cherche évidemment quand même à amortir ces traumas et à faire des choses quand même pour les collaborateurs. Et bien souvent, c'est par méconnaissance, par inconscience ou par difficulté interne qu'on n'arrive pas à mettre des choses en place. Donc en fait, ces parcours, ils sont inspirants parce que on a aussi des boîtes qui nous partagent
comment, je repense à Franprix notamment, qui a été un des 1ers finalistes du prix, qui était très engagé sur la question du sans-abrisme, puisqu'il y avait beaucoup de sans-abri qui étaient devant les magasins, Franprix, et ils ont décidé de s'engager avec Emmaüs Défi pour qu'aujourd'hui, et avec 4 ans de recul, il y a des CDI qui sont signés avec des anciens SDF, donc qui travaillent pour de vrai dans l'entreprise. Donc des expérimentations qui sont inspirantes pour d'autres professions RH. Et puis enfin, ces récits, ils sont très, très apprenants parce que, au gré, et au fil de toutes ces histoires, on repère des points communs, on repère, qu'est-ce qui a fait protection, qu'est-ce qui a mis en risque, qu'est-ce qui a changé la donne, quelle a été peut-être cette phrase, ce livre, cet endroit, quels a été, les apprentissages, les valeurs. Et donc grâce à ça, ça nous permet aussi au sein de l'association d'essayer de modéliser à minima ce que c'est qu'un parcours de résilience dans le monde du travail et comment on peut l'accompagner de l'intérieur et de l'extérieur avec des relais qui peuvent être des relais très innovants dans tous les champs de l'accompagnement holistique que tu défends notamment, voilà, de ton point de vue du fil et de l'aiguille. Voilà ce que je peux dire peut-être pour commencer, de dire qu'aujourd'hui, voilà, on a 5 ans de recul et que Envie de résilience, c'est donc une association où on est, 4 personnes aujourd'hui à travailler à temps plein, avec un enjeu de transformer, ces postes aussi en emploi pérenne, qu'on a repéré, 150 au moins porteurs de projets et un réseau d'entreprises et de collectivités engagées et qu'on a, réussi aussi à faire le choix d'intégrer un organisme de formation qui nous permette, bah, voilà, d'aller aider aussi les entreprises de l'intérieur à pouvoir soutenir la résilience avec notamment cette, formation de tuteur de résilience professionnelle qui est adressée à l'ensemble des référents de l'entreprise qui, par affinité ou par profession, peuvent être un des maillons de cette résilience professionnelle. Merci pour cette présentation très complète. Ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui m'a plu, c'est la volonté de rassembler tous les acteurs de la résilience autour d'une structure, de rassembler tout ce qui existe et se fait déjà, plutôt que de créer un nouveau projet indépendant qui serait seul dans son coin finalement. Faire connaître les récits, qui sont effectivement très inspirants. En ce sens, j'étais vraiment super contente de connaître cette initiative qui grandit, qui se construit. Ça prend ses sources un peu partout finalement. Ça, c'est vraiment une conviction depuis le départ et là, c'est un héritage, on va dire, de ma première vie professionnelle, c'est de voir que quand on veut faire bouger les lignes, on doit se retrouver sur du commun. Et que le fonctionnement de notre société est quand même très cloisonné avec d'un côté, les acteurs institutionnels et publics, de l'autre côté les entreprises, de l'autre côté, l'ESS, qui essaye de faire des choses, de l'autre côté des gens engagés individuellement. Et en fait, depuis le début, l'idée, c'était de se dire: «En fait, voilà, nous, on n'est pas là pour dire qu'on fait mieux que les autres», parce qu'il y a des acteurs qui sont très, très pertinents, dans chacun des champs de la résilience professionnelle et que quelque part, il nous manquait à tous aussi un endroit de commun pour pouvoir à un moment se retrouver autour de peut-être d'un manifeste, autour de propositions qui seraient au-delà de nos propres sillons à nous. Parce qu'en l'occurrence, quand tu es une association aujourd'hui, beh, forcément, tu as des partenaires, tu as, tes sujets aux subventions et souvent on peut se retrouver à se dire: «Bah, en fait, oui, mais moi si, sur la casquette, je sais pas, cancer, j'ai accès à telle subvention, bah, l'autre est finalement un concurrent» et là, l'avantage, c'est qu'on arrive à dépasser ça avec vraiment cette idée de se dire, en fait, Envie de résilience, c'est un peu comme une résidence secondaire pour les acteurs de la résilience professionnelle. Imagine, en fait, voilà, on a chacun nos activités, nos engagements, nos structures et puis par moment, on peut se retrouver ensemble. Une résidence secondaire, on l'a conçue ici un peu comme un grand moulin parce qu'en fait, les récits apportent de l'eau au moulin, pour pouvoir, comprendre. Alors parfois, on passe un peu de temps dans le labo et on est à quelques-uns et puis on cuisine ensemble des dispositifs qui pourraient être pertinents. De l'autre côté, parfois, on a des personnes en résidence parce que, elles ont besoin aussi de faire un peu grandir leur projet et du coup, voilà, on est aussi,
force un petit peu d'expertise sur certains sujets. On a une super équipe de choc, notamment sur les réseaux sociaux, sur la question de la notoriété. Et puis, il y a un grand jardin où on peut se retrouver aussi au coin du feu et puis se dire que, on peut peut-être agir. On peut peut-être se dire qu'effectivement, et je pense que là-dessus on sera assez raccord, hem, l'arrêt, la pause n'est pas la fin, mais nous renvoie quand même quelque chose de fondamental. Et que ce quelque chose de fondamental, il n'est pas facile à appréhender parce qu'on doit le traduire de manière très opérationnelle. Mais ces 2 gros sujets, ces 2 gros, voilà, ce nuage et ce soleil qui sont de manière permanente au-dessus de notre tête. Et moi, ça, c'est vraiment, l'apprentissage, on va dire, majeur de mon parcours de soins, c'est qu'effectivement, on est fini. On a une finitude et que, est-ce qu'il y a une vie après la vie? On ne sait pas, mais qu'en tout cas, après cette vie-là, elle se termine par un sujet, par des mots qui sont difficiles à poser et qui s'appellent basiquement la mort. Alors, quand on est un gamin de moins de 7 ans, on n'a pas de problème à en parler et puis plus on grandit, plus ça devient compliqué et selon nos cultures, ce sujet, de la maladie, ce sujet de la mortalité est très tabou. Et en même temps, quand on y est confronté pour de vrai, moi je me dis ce cancer du sein qui m'appelle un 14 février 2013, on l'avait appelé Roberto pour me dire: «Patricia, c'est moi, je suis tout près de ton cœur». Et je me suis dit: «Mais en fait, allô, c'est la mort qui me prévient. C'est la mort qui me prévient. Merci, je te remercie de m'avoir prévenu que j'étais peut-être pas totalement sur le bon chemin, qu'il y avait des trucs sur lesquels il fallait que je me soigne, que je pouvais agir». Mais finalement, passer ce choc, cet état de sidération, cette finitude, elle nous renvoie aussi quelque chose qui est peut-être encore plus flippant que la mort. C'est la liberté. C'est notre responsabilité. C'est que maintenant que je sais que ce temps est le mien et qu'il est en épaisseur et pas comme une longue ligne droite devant moi, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Qu'est-ce que je choisis de garder, de remettre en cause ou d'arrêter? Y compris professionnellement. Parce que forcément, ces questions-là, elles nous invitent à nous demander voilà, sur qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je serai grande? Mais ces questions-là, elles sont cette question-là de la liberté, de la responsabilité, elle est presque aussi tétanisante parce qu'elle ne me renvoie que moi, face à moi-même et avec aussi, évidemment, le lien avec mon écosystème familial, social, de l'image et cetera. Mais ces 2 grands, on va dire, ces 2 grands piliers de cet apprentissage, c'est vraiment ça, la finitude et la liberté. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu partages. La notion de liberté fait effectivement peur. Ça vient questionner nos responsabilités. Je rebondis du coup sur mon image de fil. On décide de le voir comme on a envie de le voir. Tout peut être prétexte à réinventer son fil, réinventer sa vie finalement. En parlant d'image, est-ce que tu peux nous donner la tienne, dont tu parlais au début, celle du pépin? Absolument, ouais. C'est vrai qu'on a cette expression en France quand on parle d'un gros pépin. Il m'est arrivé un gros pépin. Donc ce gros pépin, c'est finalement cette vulnérabilité, cet accident de parcours, cet accident de la vie qui s'abat sur nous et qu'est-ce qu'on en fait? Dans le monde du travail, le gros pépin, on a tendance à le cacher sous un tapis, dans une poche, dans un placard et puis parfois on le met, sur le bord de la route avec la personne qui le portait et qui en portait les germes. Et ce gros pépin, c'est un peu à l'image alors on est tout près de Brocéliande. L'association, elle a une dimension nationale, mais son siège est à l'ouest de Rennes, tout près de chez Merlin l'Enchanteur. Ce gros pépin, en fait, imaginons, voilà, que c'est pas un gland, je ne sais pas, mais ce gros pépin, il peut germer. Il peut germer dans un terreau qui va lui être favorable. D'abord à titre personnel, intime, parce que ce gros pépin, il va aller chercher des racines dans ce qui est disponible effectivement sur place, donc auprès de la personne et donc on va retrouver forcément là un peu notre héritage, personnel, familial, nos convictions, nos croyances, notre manière de voir le monde,
notre capacité à demander de l'aide. On va, voilà, ce gros pépin, il va pouvoir germer d'abord là, et puis sur le fil de la guérison, quand c'est un sujet effectivement de maladie, ou en tout cas sur le fil de la longue absence, ce pépin, bah, quand il est arrosé, quand on lui dit que en fait, il peut devenir aussi un bel arbre, étonnamment, il peut continuer à, voilà, à s'étoffer, et puis ses racines à devenir finalement un petit arbuste. Et au moment où on revient dans le monde du travail, bah, ce petit arbuste, on vient avec, on le cache un peu. Alors, c'est amusant parce que je suis tombée sur le clip de chanson de Slimane sur des milliers de je t'aime, et en fait, on le voit évoluer avec son petit arbre qui le suit de l'enfance, il chope jusqu'à devenir un grand-père. Donc, c'était amusant, mais cet arbre, au début, on le cache aussi un petit peu. Et puis, quand on vient dans le monde du travail, bah, du coup, le terreau, il est quand même le champ est quand même beaucoup plus grand que ce qu'il n'était. Et puis, il y a déjà une forêt dans le monde du travail avec ce pépin. Et quand je reviens, je vais avoir besoin, un peu comme quand on transplante un arbre, d'un tuteur. Ce tuteur, il va être là non pas pour me tirer dessus pour que je pousse plus vite, mais il va être là pour m'accompagner, et puis pour m'aider à finalement reprendre racine, à étoffer mon tronc, à identifier aussi quels sont bien mes besoins pour pouvoir nourrir la force de cet arbre. Et puis cet arbre, bah, finalement, un jour, il va pouvoir produire des fruits. Et ces fruits, ce sont ce qu'on appelle les soft skills, que sont ce qu'on appelle dans le milieu RH ces compétences comportementales, ces habiletés sociales qui viennent compléter aussi le parcours professionnel de connaissances et de compétences en dur. Et donc, ce gros pépin, quand il est veillé, accompagné, quand il est encouragé, en fait, il peut se déployer. Et ces fruits, ils sont partageables. Ces fruits sont valorisables pour la personne qui a entrepris ce long chemin de résilience, mais ces fruits sont aussi des fruits qui sont utiles pour le collectif de travail et pour l'organisation dans un cadre souvent aussi de crise, de rupture et d'épreuve. Et donc, j'ai cette thématique effectivement où nous, l'espérance de la résilience, c'est de transformer ce gros pépin en pépite. Et après, il y a une image parallèle, et qui là va rejoindre celle du film, qui est finalement quand la personne a quitté l'entreprise, elle était encore chenille. Et que cette période de transition, cette période d'absence, a été une période de cocon, puis de chrysalide. Et comment finalement cette ancienne chenille revient papillon, découvre à peine qu'elle a des ailes, découvre à peine qu'elle peut encore voler et qu'elle peut peut-être même voler ailleurs. Et tout l'enjeu est non pas d'accompagner la personne comme une victime, qu'elle n'est pas. Elle est bien comme une personne qui a rencontré effectivement un problème, un gros pépin, une grosse difficulté, mais comment dans un cadre de travail, quelle est notre responsabilité collective, managériale, de pouvoir faire en sorte que peut-être cette chrysalide puisse s'opérer, et que l'entreprise puisse bénéficier aussi de cette expérience pour pouvoir quelque part réhabiliter aussi cette personne dans sa dignité professionnelle, dans ses compétences professionnelles, et quand bien même elles auraient évolué, dans l'intérêt d'en partager les effets vraiment pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment nous, notre mission de rendre possible les conditions de la résilience dans le monde du travail, de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les leviers, quelle posture pour pouvoir l'accompagner, pour souhaiter que en cas d'avarie, il puisse y avoir une transformation pour la personne. Évidemment, éviter les doubles peines, mais plutôt générer de la performance, n'ayant pas peur de le dire, dans la mesure où elle est évidemment éthique. Merci pour toutes ces précisions. La dernière question que je vais te poser, c'est comment on peut se relier, se rattacher à vous. La semaine du podcaston, c'est justement dans cet objectif de faire connaître les associations. Donc pour les personnes qui nous écoutent et à qui parlera ton message, comment contribuer à faire grandir envie de résilience? Merci encore pour cette belle opportunité pour Envie de résilience dans le cadre de ce programme spécial, on va dire, au niveau du podcast. Une association, ce que je te disais, c'est qu'en fait, on est
un collectif d'acteurs issus géographiquement de plusieurs territoires. Pour le coup, on est présent on est une centaine de membres aujourd'hui. On se réunit 2 fois par mois, une fois le deuxième lundi du mois entre midi et 2. C'est une table ouverte où chacun vient avec ce qu'il est, ce qu'il a, son besoin de partage, sa quête d'expertise. Et on a l'occasion, par exemple, le prochain, ça va être animé par Vanessa et Laura qui seront disponibles pour pouvoir expliquer un peu nous comment on construit nos stratégies et réseaux sociaux et comment peut-être ça peut donner des idées à d'autres d'avoir un peu des bonnes pratiques. Donc voilà, mais sinon le temps est libre. On a également une rencontre par mois, le troisième mardi du mois, je dis pas de bêtises. Troisième mardi du mois, c'est ça, on me souffle que c'est bien ça, autour d'un expert. Par exemple, hier soir, on était avec Mounir Ghedban, qui est médecin du travail, coordinateur, et sur la question justement du maintien dans l'emploi et de l'interface très importante de la médecine du travail pour favoriser le maintien dans l'emploi et éviter les doubles peines aussi administratives. On était avec un docteur, un neuropsychiatre le mois d'avant. On était avec une de nos lauréates, Caroline Lefour, qui lance un crowdfunding pour une BD adaptée de son spectacle La Chauve-souris. Donc, et on a une fois par mois la possibilité avec Préventica de participer à une webconférence avec le salon aussi. Donc, l'idée, en fait, pour Envie de résilience, c'est que plus on a de points de vue qui convergent avec ce commun, plus on a des chances de pouvoir, tel le pissenlit, semer un petit peu partout cette graine de la résilience dans le monde du travail pour que ça ne soit ça ne soit pas qu'une hypothèse, mais que ça soit quelque chose qui soit un peu plus que ça. Donc c'est vrai que cette centaine d'adhérents qui sont aussi bien des personnes salariées, des personnes chefs d'entreprise, des femmes, des hommes, des plus jeunes, des moins vieux, des moins jeunes, apportent chacun leur couleur. Et c'est vrai que nous, on a vraiment cette vocation aussi, encore une fois, via les réseaux sociaux, de partager au sein de la communauté les talents des uns et des autres en faveur de la résilience professionnelle. Et une association, ça cherche évidemment des mécènes pour nous permettre aussi de développer cette cause dans des bonnes conditions, puisque on a un enjeu là dans notre 5e année de vraiment transformer l'organisation qu'on a mis en place. Donc, c'est aussi de dire, bah, tiens, je pense à telle boîte qui pourrait avoir une sensibilité, peut-être qu'il pourrait candidater au prix, peut-être qu'il pourrait être partenaire de la cause. Donc, c'est vraiment voilà, ce maillage de transmission, de partage, de valorisation, euh, de convivialité, euh, d'authenticité, parce que c'est vrai que quand on peut parler des sujets comme les nôtres, globalement, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de masques par ailleurs et on se tient tous très bien sur la manière dont on raconte nos histoires, mais on n'a pas besoin de s'inventer des personnages de super-héros. Voilà, donc c'est à la fois du temps de ressourcement, de partage, et c'est vrai qu'on a une ambition, notamment, parce que chaque édition du prix de la résilience professionnelle dans les territoires se termine par une rencontre euh, nationale, plus institutionnelle. Donc là, on a un projet au mois de septembre pour essayer de faire travailler tout l'écosystème autour d'un dispositif qui viserait à protéger et à valoriser les acquis des épreuves, pour essayer de sanctuariser aussi un peu ce temps du retour au travail, tout comme on revient après un congé maternité, le collaborateur est protégé, et se dire, voilà, est-ce que tous ensemble, on ne pourrait pas inventer un dispositif qui soit soutenable pour tout le monde, pour l'entreprise, la médecine du travail, les collaborateurs, de manière à ce que voilà, tout ça ne soit pas vain et que ensemble on arrive à éviter le risque de double peine. Merci beaucoup Patricia pour cette interview très intéressante. J'espère que ça aura pu parler à tout plein de personnes en leur donnant envie de se rattacher au réseau de la résilience dans le milieu professionnel. Dont tu fais partie désormais. Voilà, merci encore et à bientôt Patricia. Avec plaisir. Merci, merci à tous. Et puis, on reste disponible si vous le souhaitez avec envie-de-résilience.org. Vous aurez tous les liens en description. Cet épisode un peu spécial touche à sa fin.
J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Envie de Résilience. Et là aussi, cela se passe sur podcaston.org très facilement. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles et à le partager. À très bientôt pour un prochain sujet.